Donc, Émile, je suis avec toi, tu es coordonnateur de l'équipe technique avec plusieurs chapeaux. Quand même. Comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Sur ce projet-ci, toi, tu as travaillé en fait à développer une grosse partie de la nouvelle formule, la nouvelle itération, on peut dire, de SVIA, notre super véhicule d'immersion artistique, qui est en fait composé de notre scanner 3D mobile, et d'une flotte de casques. Et là, on a changé un peu nos équipements. D'abord, peux-tu nous parler un petit peu des mises à jour ou des upgrades, là, si on veut, qui ont été faits pour SVIA 3? Ouais, il y a quand même, c'est d'abord un ordinateur qui est encore plus puissant, là, vu qu'on a quand même... On parle d'ordinateur qui est là-dedans. Non, même pas l'ordinateur. On a changé la flotte d'ordinateur aussi, quand ça fait déjà quelques années qu'on utilise moins, elle peut devenir un peu obsolète déjà. Fait qu'on est allé encore avec ce qui est le standard du marché en ce moment, dans ce qui est vraiment bon comme appareil portatif, là, un laptop comme ça pour nos besoins. Puis, excuse-moi, je t'interromps, mais qu'est-ce qui est nécessaire si on va dans notre processus? Nous, on fait du scan 3D, on importe, on traite des fichiers, on lance ça dans les casques. Qu'est-ce qui est important en termes de capacité? Pourquoi l'ordinateur? Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir en fait pour être bon? Cet ordinateur, on va aller essayer de chercher beaucoup de CPU, donc qu'on appelle le cerveau de l'opération, et aussi les cartes graphiques, puis beaucoup de RAM, qui est de la mémoire vive. Là, mais c'est assez technique là, comme terme, mais vraiment c'est quand même un ensemble là, d'éléments dans l'ordinateur qui sont vraiment là. Ça va vraiment très vite dans le milieu, tu sais, dans la technologie, surtout dans les ordinateurs. À chaque année, tu as des nouveaux équipements qui sortent, puis on est allé avec quelque chose qui était vraiment d'actuel, qui va être bon encore plusieurs années. En fait, c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est bon en ce moment, mais on veut que ce soit bon encore dans les prochaines années, qu'on n'ait pas besoin de changer d'ordinateur, parce qu'il y a beaucoup de développements qui sont faits sur l'ordinateur, qui vivent sur l'ordinateur, puis ça serait beaucoup de travail aussi, migrer vers un autre, puis après ça, s'assurer que toutes les automatisations restent, puis que tout le lien fonctionne encore bien. Ce qui est quand même un peu fou parce qu'on pense que des œuvres numériques sont dématérialisées, on peut les passer d'un appareil à l'autre, on peut les envoyer dans le cloud. Mais... C'est facile, tout le monde, yes. En fait, ils sont très rattachés aux équipements, au hardware, là, aux équipements physiques qui ont servi à leur création. Oui, absolument. Puis tous nos appareils fonctionnent offline, donc ils n'ont pas besoin du Wi-Fi. Fait que c'est vraiment tout est dans l'ordinateur et c'est son propre petite machine, c'est son propre écosystème. C'est sûr que si on enlève un item de cet écosystème-là, autant que ce soit un casque, on remplace par un casque, il va y avoir un travail pour s'assurer que tout fonctionne, remettre un jeu dans le casque, s'assurer que les ponts se font, se remettre en mode développement. Il y a quand même, aussitôt qu'on sort quelque chose d'écosystème, puis on ramène quelque chose, si on voudrait augmenter notre flotte, encore il y aurait du travail à faire. C'est un circuit qui est assez fermé, mais qui fonctionne bien ensemble, puis que après ça, il n'y a pas grand-chose qui peut l'altérer. C'est ce qui est le fun aussi, c'est poche d'un côté, mais en même temps, on sait que ça fonctionne. On se déploie, ça marche. C'est sûr que ça fonctionne. Pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de réseau cellulaire. Ça fonctionne. On est vraiment dans quelque chose qui se tient. Puis on a upgradé aussi, on a fait une mise à jour au niveau des équipements des casques. L'ancienne flotte de SVIA avait des Oculus Quest 2. Là, il y a une nouvelle génération, puis ça aussi, on peut se questionner, tu nous t'en parlais, mais ça change très très vite. Il y a des enjeux environnementaux en lien avec ça. On essaie de voir qu'est-ce qui est durable, mais aussi qu'est-ce qui est rendu possible par ces nouvelles technologies-là. Là, on a décidé d'aller avec une nouvelle flotte de casques. Qu'est-ce que la nouvelle génération, les trois, qu'est-ce qu'ils ont de différent de ceux d'avant? Tout d'abord, quelque chose qui est pour nous vraiment important, c'est la puissance des casques. Faut penser à un casque Oculus, c'est quand même gros, c'est quand même imposant, mais il reste qu'en dedans de ça, c'est l'équivalent d'un téléphone Android de quelques années, mettons. C'est une tablette, si on veut. Côté puissance, une tablette, mais pas récente. Une tablette de quelques années. Fait que donc, pour nous, un Oculus 2, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti, et à sa sortie, il était quand même pas extrêmement puissant parce que c'est déjà une vieille tablette. C'est ça. Là, 5 ans, c'est une vieille tablette. Fait que pour nous, pour cette fois-ci, vu que c'est une scène 3D qu'on met dans les casques, cette fois-ci qui est un peu différent avec SVIA 3, on a beaucoup de géométrie. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup de géométrie et de texture avec notre artiste Audrey qui travaille beaucoup la texture, qui prend quand même beaucoup de place, beaucoup de ressources pour un appareil. Donc nous, c'est une des grosses... En fait,
c'est une des grosses parties qu'on est allé avec l'Oculus 3, c'est la puissance. La puissance des casques. Tu as dit quelques termes que peut-être des gens qui nous écoutent vont être très familiers, d'autres pas du tout. C'est des termes comme, mettons, des géométries, on parle de polygones en 3D numérique. Tu peux nous expliquer brièvement une scène 3D immersive en réalité virtuelle? Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est composé? Comment ça fonctionne? En fait, je vais essayer de rester quand même en surface le plus possible. Mais aussitôt qu'on parle de modélisation 3D, d'un environnement 3D, tout est composé de polygones. Donc tout ce qu'on voit, c'est des polygones. Donc si je fais une boîte comme ça, en 3D, avec plus que de faces, plus qu'il y a besoin de polygones, parce que j'ai besoin d'aller chercher de la définition puis de la surface. Donc il faut que je fasse un extrude, donc il faudrait que je fasse que je mette plus de polygones, que plus que de détails, plus qu'il y en a. C'est un peu comme ça, en fait, c'est ça un peu l'enjeu, plus que c'est détaillé, plus que de polygones, plus que c'est lourd pour une scène, plus que ça va être difficile pour un casque VR, ou une tablette ou un ordinateur de jouer. Puis nous, aussi un enjeu, c'est jouer en temps réel. Donc on n'a pas aussi un gros enjeu des Oculus. Dans le fond, c'est que nous, pour notre cerveau, pour pas qu'on ait de motion sickness ou d'effet qu'on ait mal au cœur, il faut qu'on ait beaucoup de frames, donc de pixels par seconde. C'est important pour nous d'avoir les images par seconde, en fait, que ça soit super fluide. Sinon, en 30 secondes, les gens vont avoir mal au cœur. Puis ils vont avoir tendance à vouloir tomber, ils vont être désorientés. Donc, il faut aller chercher le plus de performance que c'est possible. Puis il faut jouer avec aussi, on veut une belle scène, une scène assez grosse, donc beaucoup de polygones. Les textures aussi prennent de la place. Côté ressources. C'est pas des polygones, mais c'est quand même des ressources. Donc quand tout le monde, je pense qu'ils peuvent comprendre, quand on a une image sur un ordinateur, il y a un certain poids, l'image a un certain poids. Des fois, c'est pour ça que c'est long à lire, elle est plus lourde que d'autres. Dans ce cas-ci, c'est des textures à Audrey, donc c'est quand même des photos de haute qualité. Ce sont des textures que là, Audrey de Metz-Roberge, qui est l'artiste avec qui on a travaillé pour la scène, a dans le fond utilisé des images de certains de ses dessins qu'on a appliqués en mode texture sur une scène immersive qu'elle a construite là, en lien avec toi. En fait, c'est toi qui l'as construit avec elle en mode direction artistique, mais c'est la personne qui a construit, c'est toi. et l'ordinateur. Il y a comme il y a plus de distinction là, des fois entre l'homme, la femme, la machine et l'artiste aussi qui était en train de travailler avec toi. Puis ça, c'est super intéressant aussi pour nous deux. C'était vraiment intéressant de pouvoir travailler comme ça aussi. Parce qu'en sachant les enjeux, j'ai pu aussi dire, on a pu aussi la guider vers justement, on peut pas aller chercher une film de qualité Pixar, on n'est pas, on peut pas faire du Disney. Faut quand même rester dans un monde où est-ce que un casque peut rouler. Fait que, même un casque puissant a quand même des limites. Absolument. Il y a quand même de grosses limites. Même, ça va prendre plusieurs années avant qu'on puisse pratiquement plus y penser aux polygones si on veut. Puis nous, en plus, on a dans notre processus qu'on utilise ces machines-là, souvent on va prendre des objets qui ont été fabriqués à la main. Donc des objets, en fait, qui sont remplis de milliards de polygones, si on peut dès qu'on les scanne, on s'en rend compte, en fait, même en faisant un scan qui est assez sommaire. Donc nous, on a optimisé notre scanner pour qu'il prenne peu d'images, pour que ça crée un objet qui est assez c'est sommaire, en fait, c'est simplifié. Mais déjà, là, on a un enjeu de polygone parce qu'on a un objet qui vient du réel. C'est ça. Donc, en plus qu'une scène, il faut faire attention au nombre de polygones pour les ressources du casque. Donc, on a déjà un certain enjeu là. Puis, il faut aussi penser, après tout ça, qu'on va avoir une dizaine d'œuvres qui vont être intégrées par la suite. Donc, il faut que la scène soit pas à sa full capacité au coût déjà. Sinon, on ne pourra pas importer une dizaine de modèles dedans. Une dizaine de modèles qui ont chacun environ 2, 3, 400 000 polygones. Mais quand on le scanne de base, il y en a des millions. Puis dans le processus de scan, on les simplifie pour qu'il y ait un peu moins de polygones. Après ça, on vient rajouter ça. Donc on vient rajouter des millions de polygones à la scène. Tout ça, c'est quand même de la lourdeur. La scène a besoin d'être super fluide. Donc c'est tous des enjeux qu'il faut prendre en considération. Autant côté automatisation, scan, que quand on a fait la scène avec Audrey d'avance, il faut penser à le après, quand on va avoir fait l'activité. Il faut qu'on ait une dizaine oui, c'est ça. Puis il y a comme il y a une perte
nécessairement. On parle de traduction un peu, puis nous, on se dit téléportation, là, carrément, mais on perd de quoi dans la téléportation, évidemment. On passe d'un modèle qui a été modelé à la main vers un scan qui est très, très sommaire. Ensuite, on diminue ces polygones. On l'envoie dans la scène de VR par une gestion de fichiers que Vincent, là, sur laquelle Vincent a travaillé. Puis une fois dans la scène, on a des modélisations qui sont là en mode objet virtuel, en fait, qui sont des traductions d'un objet réel qui a été créé par le participant. Nous, on voulait que ce cheminement-là, on puisse le faire très vite pour qu'à l'intérieur d'une même activité de médiation, par exemple avec un groupe scolaire, on voit le modèle, on crée le modèle et on le voit dans une scène. Comment vous avez géré l'équipe technique, cet enjeu-là qui vient en fait d'un besoin de l'équipe de médiation? Parce que nous, on a 75 minutes top chrono pour passer de A à Z. Comment vous avez géré ça? Oui, c'est sûr, c'est normal, nous on travaille pour ça. Je veux dire, ultimement, on travaille pour la médiation, donc c'est quelque chose qu'il a fallu prendre en considération le plus tôt possible. D'où aussi 10 modèles. Pourquoi qu'on a décidé 10 modèles dans une scène? Oui, pour la lourdeur, c'est une chose, mais aussi pour la médiation. C'est-à-dire qu'il faut que le scan prend un certain temps. Donc, il y a 10 scans qui rentrent dans une scène. S'il y en a plus, vous pouvez en faire plus, mais ça va être dans une autre scène, puis ça va aider la fluidité. Mais aussi, pour question du temps, là, en fait, c'est diminuer le nombre de processus qui se passent aussi. Donc, on passe d'une scène on a déjà une scène de base qui est dans le casque, en partant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir aucune manipulation avec celle-là. Les 5 casques Oculus 3 ont déjà une scène de base dedans qui peuvent être expérimentés, qui n'ont pas de modèle 3D de plus là, que les gens ont fait. Mais en partant, ça fonctionne tout le temps. Après ça, il va toujours avoir une période, là, évidemment. Ce qui est long, c'est le scan surtout. En fait, nous, l'enjeu, c'est vraiment le scan. C'est pour ça aussi que Vincent nous a beaucoup aidé côté automatisation pour Unreal. Donc, il a vraiment optimisé la scène Unreal. Le scan, malheureusement, c'est assez manuel, mais c'est les médiatrices qui ont pris possession du logiciel, qui l'apprennent puis qui deviennent super bonnes avec. Fait qu'il y a une limite, même automatisé, il y a une limite à la vitesse qu'on peut aller parce qu'il prend 8. Il tourne 8 fois, il prend 8 images, puis on peut pas aller en bas de ça. On est au minimum. Fait que c'est ça, mais c'est une machine qui est super bonne pour ça. Là. Avec 8, on s'en sort, puis on a tout timé. Donc on chronométrait chaque étape pour s'assurer qu'on est capable. De rentrer, ou même au niveau de la médiation, nous on a réfléchi à comment on peut travailler en équipe pour avoir moins de modèles, etc. Au musée ambulant, on ambule, on se promène. C'est important pour nous, là, cette petite boîte kit souper pour le Yukon. Elle a un long voyage devant elle. Le côté mobile, nomade, robustesse, aussi, comment vous gérez ça, l'équipe technique? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous aider en termes de rendre tous ces équipements technologiques, qu'on puisse les envoyer par la poste, qu'on puisse les traîner, monter des chaînes de trottoir avec, leur faire monter les escaliers? Comment vous avez géré ça? D'abord, le choix de l'équipement, c'est sûr, au début dans les achats, on essaie avec des équipements qui sont faits, qui sont assez solides, ils sont en une pièce la plupart du temps. C'est assez fort pour survivre justement aller au Yukon, mettons, qui est quand même extrême. Puis sinon, vraiment, le règle générale, c'est le packaging est vraiment important pour nous, même si on ne va pas au Yukon, même si on ne va pas très loin. C'est de l'équipement électronique. Donc, il reste que c'est fragile, on ne peut pas réinventer la roue, c'est un scanner 3D. Et eux, quand ils l'ont pensé, le scanner, ils l'ont pas pensé pour aller au Yukon. Non. Et c'est souvent, ni à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Non. Exactement. Il faut faire avec, c'est correct. On ne peut pas demander de faire un scanner qui est à toute épreuve, mais nous, c'est notre travail à ce moment-là de trouver le transport adapté. Dans notre cas, c'est souvent des belles grosses boîtes super solides et les rembourrer, de faire des compartiments vraiment adaptés aux équipements pour pas qu'ils bougent, pour que si la boîte est à l'envers, ça ne bouge pas quand même. Donc c'est vraiment un gros job de packaging. Là, puis même, vous avez des ouvertures pour pouvoir brancher directement, ce qui nous oblige à ne pas avoir à jouer avec les fils. Donc on a quand même des adaptations qui ont été faites directement au boîtier de transport. Puis aussi, même au casque, tu as choisi quand même des accessoires qui étaient importants pour des besoins de médiation quand même. Oui, absolument. J'ai été pour... ils sont pas de base. Il y a quelques petits trucs qui ont été modifiés, là, comme ici, c'est une strap là, qui sert en fait juste avec une roulette. C'est juste pour... encore, on parlait de comment on peut rendre les médiations plus rapides, rendre
Le côté technique plus rapide, ben c'en est une. De base, c'est que des straps velcro de chaque côté. Ça prend quand même un certain temps. Avec ça, on élimine du temps. Il y a quand même 5 casques à installer sur des personnes, à faire des switches. Fait que ça l'aide. Puis aussi, côté salubrité, chaque casque, là, il y a c'est en silicone, là, où on a un contact avec le visage. C'est tout ça, c'est pas de base. Donc c'est un... On peut les nettoyer entre les différentes... C'est plus en tissu, donc on peut les nettoyer, on peut rapidement... exactement. Fait que c'est plus salubre aussi. Puis il y a les straps aussi, tout est fait, les gants. Pour être sûr de ne pas les échapper. Exact. Tout ça pour aider la médiation, puis s'assurer que nos équipements ne brisent pas. Il reste qu'on met ça sur la tête de plusieurs personnes, donc c'est amovible. Oui. Oui, ça va avoir des centaines de personnes, en fait, ces casques-là, dans les prochains mois. Et puis, tout ça aussi a été monté pour la première fois. On a une vraie œuvre d'art, si on peut dire, qu'on présente à l'intérieur des casques. Toi, tu as travaillé vraiment de près avec Audrey, fait que peut-être que je voudrais te poser juste quelques questions sur le processus de création avec une artiste. Elle, Audrey, elle ne fait pas d'art numérique vraiment. Est-ce que c'était sa première... Numérique, je pense que oui. Du moins, pas du tout habitué avec non plus la 3D, clairement. Ça, c'est rare quand même qu'on peut jouer avec de la 3D. Mais, ça a super bien été, il faut dire. Là, Audrey, elle a tout de suite compris les enjeux du numérique, puis du casque VR et puis tout ça. Fait que ça a commencé avec, en fait, une grosse question en commençant, c'est on est où? C'est quoi l'environnement? On est-tu dehors? On est-tu en dedans? Qu'est-ce qu'on fait? On est où? Fait que Audrey est allée pour une grotte, en fait. On a décidé ça aussi quand même ensemble. La grotte est une super... c'est super pour le VR, en fait, parce que pour moi, j'étais super content avec la grotte aussi, parce que ça nous met certaines limites physiques. Donc, c'est un jeu vidéo, c'est un environnement de jeu vidéo, on pourrait dire. Donc, à place de faire arrêter les gens qui vont avoir l'expérience par un mur invisible ou des bâtiments qui finissent plus, puis qu'on voit que c'est une limite, ben c'est une grotte, dans notre cas. Donc, on est dans la terre, donc clairement, on arrête physiquement, il y a une barrière. Il y a aussi des limites, en fait, de partout, en hauteur. Il y a des choses qui se passent en haut de nous. On n'a pas juste un grand ciel, mais on a comme aussi des volumes. Là. On a une impression de volume, en fait, en étant à l'intérieur d'une grotte. C'est ça, on peut jouer avec l'immensité, on peut jouer avec aussi Audrey. Ce qu'elle a trouvé intéressant, en énumérant les enjeux d'un VR avec Audrey, j'ai dit, on peut, en VR, on peut approfondir, il faut faire attention parce qu'on peut avoir le vertige. On tue extrêmement bien, là, on joue vraiment un bon tour au cerveau, là. Il pense qu'on est là. Fait que s'il y a des hauteurs, on peut avoir le vertige. Si c'est tout petit, on peut avoir de la claustrophobie. On peut vraiment jouer avec un paquet de peur, si on veut. Puis on ne veut pas faire peur nécessairement aux gens, c'est vraiment pas ça. Mais Audrey, elle a quand même trouvé ça intéressant. Puis elle a voulu jouer un petit peu avec ça, donc elle a poussé quelques pièces qu'on a poussées ensemble, où est-ce qu'on a joué un petit peu avec la hauteur, avec pas la claustrophobie, mais un petit peu des passages un peu plus restreints. On a joué avec l'eau qui se passait aussi dans certaines pièces. Fait que elle a vraiment été là, pour l'environnement, elle a vraiment là, exploité le VR là, comme c'est supposé. C'est-à-dire jouer avec l'effet que ton cerveau il pense que tu es ailleurs. D'ailleurs, moi je trouvais ça fonctionne très bien parce que moi j'ai le vertige et j'ai légère claustrophobie. J'étais le cobaye idéal pour ça. C'est un environnement que j'ai trouvé agréable là, quand même. Mais ces sensations-là, il y a certaines sensations qui sont vraiment présentes. Puis il y a aussi eu un ajout d'un côté sonore. Moi je trouve ça intéressant cet aspect-là. C'est sûr que le VR, la réalité virtuelle, repose beaucoup sur des signaux, des stimuli visuel. L'ajout de son vient quand même ajouter quelque chose. Il y a des artistes qui travaillent aussi même quasiment exclusivement avec parce qu'on entend de manière très immersive, il y a une spatialité au son aussi, on est très proche là, des écouteurs. Donc, le son, qu'est-ce que ça vient, d'où ça vient dans votre processus de création? J'ai proposé d'ajouter du son juste parce que justement on est tellement ailleurs, puis ton cerveau, il manque pas grand-chose pour penser que tu es là. Tu viens de complètement y dire que tu es dans un environnement côté visuel, peu importe où tu regardes, tu es dans une scène, fait que pour lui tu es là. Puis tu as des manettes, puis quand que les manettes c'est bien fait là, avec les nouveaux Oculus aussi, on voit nos mains dans la scène, on voit donc nos mains quand on a les manettes, et quand on pèse sur les manettes, nos doigts, ils bougent. Fait qu'on sent qu'on est là, qu'on peut prendre des choses, puis qu'on voit nos doigts aussitôt qu'on les bouge. Il manque juste quelque chose, il manquerait le sonore. Fait que pour vraiment être ailleurs,
pour vraiment déconnecter notre cerveau. Puis aussi, ne pas entendre des sons à l'extérieur. Donc, quand c'est dans une classe, des choses qui se passent, il y a du bruit autre, puis ça t'enlève un peu ton immersion. Rajouter du son, comme tu disais, les speakers, en fait, les haut-parleurs sont vraiment proches de nos oreilles. Fait que les gens n'entendent pas vraiment ce qu'on entend, mais nous, quand on est dans le casque, on entend super bien. Très efficace. Puis c'est aussi spatial. Tu disais spatial, c'est aussi spatial dans le casque. C'est-à-dire que si je suis derrière une chute, disons, je vais l'entendre vraiment comme si j'étais derrière. Si je vais devant, elle va être vraiment beaucoup plus forte, puis on va penser qu'elle est devant. Donc c'est vraiment bon pour nous donner renforcer un peu l'effet de spatialité qui est là dans l'univers. C'est vraiment pour boucler la boucle, puis nous envoyer, tant qu'à faire, nous envoyer vraiment ailleurs, puis complètement avoir l'expérience complète. Qu'est-ce que ça change de pouvoir intégrer des objets virtuels qu'on n'a pas vus à l'avance? Hein? Parce qu'en fait, les jeunes, la manière dont je dis les jeunes, mais tous les participants là, qui vont prendre part à cette activité-là en particulier, vont probablement découvrir la scène sans objets numériques là, qui ont été intégrés de plus. Exact. Ensuite, ils vont pouvoir créer quelque chose qui va peupler, comme on dit, qui va aller apparaître dans la scène, donc qui va se retrouver là, dans la scène numérique. Fait qu'il y a comme un jeu un peu d'ajout ou d'intégration d'une portion du public. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Comment vous avez géré ça avec l'artiste aussi, cette question-là? Oui, ben c'est sûr que c'est aussi quelque chose, il faut penser, qu'est-ce que les gens vont faire? Où ils vont apparaître. Dans notre cas, on savait qu'il y avait une dizaine d'objets qui allaient apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on veut donner comme effet? Donc, ça, c'est un travail de l'artiste qu'est-ce qu'on fait des petits points cachés? Qu'est-ce qu'on veut comme expérience? Est-ce qu'on veut qu'ils explorent beaucoup? Qui ont besoin de se déplacer? Qui ont besoin de chercher pour savoir si les œuvres, où vont être les œuvres? Qu'est-ce que ça va être comme style d'œuvre, la grosseur que ça va être quand ça va apparaître, parce qu'évidemment, on est en numérique, tout est possible. Donc, même la couleur, qu'est-ce que ça va être la couleur qui va apparaître quand on va intégrer des œuvres des participants. Fait que tout ça, ça a pensé, c'est infini rendu là. Un coup que c'est dedans, ça peut être énorme, ça peut être tout petit, ça peut être jaune, ça peut être rose, ça peut être une texture. Fait que tout ça, c'est un travail avec l'artiste de qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut comme produit final? Qu'est-ce qu'on veut que les gens... un coup qu'ils aient fait quelque chose de physique devant eux, puis qu'ils se ramassent dans le casque, puis là, ils sont devant. Est-ce que c'est quelque chose de massif? Mais d'ailleurs, aussi, faut parler, ils peuvent les prendre. On peut les prendre, les objets qu'ils vont faire, puis ils peuvent les déplacer, qui est super intéressant aussi. Mais ça aussi, c'est un enjeu. Est-ce qu'on veut qu'ils les prennent? Est-ce qu'on veut qu'ils puissent les lancer? Est-ce qu'on veut qu'ils puissent seulement les déplacer? Donc tout ça, c'est à parler, en fait, tout au long du processus avec l'artiste. Et même, y tester aussi. Donc, il y a des choses qu'on pensait trouver le fun, que finalement, on le teste avec l'artiste, c'est moins le fun finalement. Fait que quand elle a le casque, moi je peux regarder ce qu'elle fait. Fait qu'on fait un beau travail de collaboration où est-ce qu'elle est dans l'environnement VR, je suis avec l'ordinateur, on est capable de communiquer puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Donc elle est capable même de me pointer là, en numérique, qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'est-ce qu'elle voit, fait que je suis capable de prendre des notes, puis faire des modifications. Fait qu'il y a déjà tout un travail de collaboration en amont. Une fois que le public rajoute des choses, c'est encore une fois une espèce de collaboration avec des inconnus. C'est quand même agréable aussi, parce qu'on découvre quelque chose. Nous-mêmes, en tant que médiatrice, quand on a fait quelques tests déjà, on a été surprise de voir ce que les participantes ont créé. Fait que ça va être aussi, je pense que tout au long, là, quand on va rouler cette expérience-là avec nous, on va découvrir des nouvelles choses. Puis pour nous, ce qui est intéressant au niveau de la médiation, c'est de présenter une œuvre qui a été réfléchie, générée par des artistes, parce qu'il n'y en a pas tant, en fait, des œuvres d'art en réalité virtuelle. Puis il y a toutes sortes de raisons pour ça. Je sais que toi, tu as quand même des idées par rapport à ça avec l'avancement de la technologie. On en parlait de la réalité mixte, la réalité virtuelle. Qu'est-ce que tu penses que c'est le futur, si on veut, de ces technologies-là peut-être pour les artistes, peut-être plus que pour toi qui travailles beaucoup avec les artistes, qu'est-ce que tu vois? C'est sûr que, en fait, je pense qu'un des gros enjeux, c'est le côté technique. En fait, de faire une œuvre en virtuel, c'est sûr que c'est quand même assez compliqué. Savoir modéliser, c'est une chose. Savoir modéliser, faire un jeu et le mettre dans un casque VR, c'est autre chose, complètement. Ça prend beaucoup de développement, ça prend quand même des connaissances qui sont différentes. Il y a des artistes qui modélisent. Il y en a beaucoup, on travaille avec des artistes qui font de la 3D. Par contre, on est quand même pas rendu. Il y a quand même un gros step entre ça et le mettre dans un casque ou le mettre dans des affaires comme ça. Donc ça, je pense que c'est une barrière quand même. Il faut pratiquement toujours travailler avec quelqu'un qui connaît ça ou vraiment se plonger dans l'univers puis faire des gros apprentissages pour eux. Côté avenir, en fait,
va vraiment vite, puis la technologie avance vraiment bien, puis c'est vraiment, vraiment le fun. On est dans un beau moment en ce moment quand même, là, pour la technologie, là, pour voir les choses avancer, fait que ça va vraiment très vite. Je pense qu'on va avoir des affaires super intéressantes. Le VR, on le connaît assez bien, puis je pense que quand même le grand public le connaît assez bien, le VR. Ce qui est intéressant, puis tu sais, ce qui va arriver avec le VR, c'est peut-être, ça va être de plus en plus optimisé pour qu'on parle de polygone. Ça va peut-être de plus en plus beau visuellement, mais on connaît le VR, puis ça va rester assez comme ça. Le VR, c'est, on rentre dans un environnement, on est dépaysé, puis on peut approfondir. Par contre, ce qui s'en vient d'intéressant, en fait, avec ces casques-là aussi, et où ce que je pense que les œuvres, les artistes vont aller éventuellement, c'est avec la réalité mix. Dans ce casque-ci, on peut voir. On voit ici, là, en fait, là, les petites caméras ici. Là, il y a plusieurs choses. Il y a des sensors, il y a des caméras, il y a du laser. Donc, ça, c'est en fait une nouvelle technologie qui s'en vient, puis qui s'en vient s'ajouter au VR. Puis là, c'est la réalité mixte, donc ou augmentée. On entend plus souvent, peut-être réalité augmentée. Puis là, c'est intéressant. Où est-ce qu'on n'est pas complètement ailleurs, parce que c'est vrai avec le VR aussi, c'est que si tu avances trop, tu penses que tu es ailleurs, mais si tu avances trop et tu pognes le mur, il y a un vrai mur. Il y a un vrai mur. Il y a un vrai plancher, il y a un vrai mur, il y a une vraie porte, il y a des objets partout, donc ça t'enlève rapidement ton immersion, là, puis il faut vraiment que tu aies un espace contrôlé. Ce qui se passe avec la réalité mixte, qui s'en vient vraiment de plus en plus, on peut le voir aussi avec Apple qui s'en vient avec leur propre casque, c'est d'augmenter la réalité, c'est assez clair, mais en même temps, c'est que on mettrait un casque, dans le même, il le fait lui aussi, dans ce moment, nous on n'a pas utilisé cette technologie-là avec Audrey, mais la réalité mixte, ça va être de mettre ce casque-là, de voir l'environnement comme il est, donc les caméras sont extrêmement bonnes, et en temps réel, on voit l'environnement, mais ce qui va se passer, c'est que il pourrait y avoir des choses qui se passent. Donc, il peut apparaître des objets, on peut interagir avec des choses. Qui, elles, sont virtuelles. Qui ont été ajoutées. Donc, peut-être qu'on peut être dans une pièce vide, où on voit notre pièce, on voit nos murs, on voit tout ça, on est là, mais il y a un paquet de choses qui se passent, qui arrivent, ou une expérience différente. Si on voit une œuvre sans casque, c'est quelque chose, on remet le casque, on voit encore l'œuvre, mais en plus de ça, on a augmenté cette réalité-là avec quelque chose d'autre, du son aussi, puis du visuel. Fait que ça, c'est quelque chose. La technologie s'en va là, de plus en plus, d'où en fait les nouveaux casques, on va voir de ça de plus en plus. Le VR va devenir de la réalité mixte, qui va nous permettre de faire ça. Des fois, on est surprise de voir à quel point la technologie est avancée. Dans certains milieux, dans certaines industries, c'est des choses, ou même dans la vie de tous les jours, des fois, on ne sait même pas à quel point certaines technologies sont déjà intégrées dans nos vies. Au Musée Ambulant, on pense que c'est important de présenter toute la diversité des pratiques en ce moment en art actuel. Puis la raison pour laquelle, des fois, on s'attarde aussi à ces outils-là, c'est qu'on veut qu'il y ait une appropriation, que les gens comprennent que c'est des outils avec lesquels on peut jouer. C'est faisable. On peut jouer, puis on peut s'amuser, on peut détourner les usages de ces nouveaux outils-là ou explorer des choses que ça nous fait vivre, qui sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on vit avec d'autres médiums, par exemple. Je pense que c'est intéressant que les artistes travaillent avec nos équipes aussi, les équipes techniques, parce que ça prend quand même une certaine spécialisation pour être capable de faire ça. De façon, peut-être en concluant, j'ai posé la même question à Vincent tout à l'heure, mais toi, je ne sais pas si tu fais de la VR aussi un petit peu, si tu as déjà essayé plusieurs expériences, là. On avait avec notre flotte, clairement, on a essayé on a expérimenté avec plusieurs choses avec le VR. Comment tu trouves ce qu'on a fait? Comment tu trouves ça? Comment cette expérience-là, comment tu la décrirais, mettons, par rapport à d'autres types d'expériences en VR? Là? Honnêtement, c'est quand même assez proche de plusieurs choses. Dans le sens où cette fois-ci, c'est un environnement. On peut prendre des choses, on peut se déplacer, on joue avec le son, on joue avec pas des peurs comme on parlait, mais avec un peu des émotions, puis on joue avec certains feelings. Il y a beaucoup de jeux, en fait le VR, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ça, donc la peur des hauteurs, justement voler, puis il y a beaucoup de jeux en VR qui essaient de nous faire, parce que c'est super bon pour faire ça, parce qu'on se pense vraiment là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on est assez pas loin, on a joué avec tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de jeux de peur en VR, il y a beaucoup de jeux de hauteur, comme on parlait, tout ça. Donc, essayer de jouer avec vraiment nos émotions. Là. C'est surtout ça, les jeux que j'ai pu comprendre qu'il y avait en VR.
Oui, il y a certaines œuvres aussi en VR, mais qui est plutôt des environnements. Il y a beaucoup des... tu sais, on peut écouter, mettons, l'écran géant, donc on peut voir Netflix, mais c'est énorme, disons. Donc, ils jouent avec ça, mais c'est assez proche de ce qui se fait déjà, mais avec une twist, dans le sens qu'on... C'est quand même super intéressant pour quelqu'un qui connaîtrait la VR. Il serait quand même assez... il pourrait se débrouiller, c'est tout ce qu'il connaît, puis il serait assez impressionné quand même par la technique qu'il y a derrière. Oui, les codes de la VR sont quand même présents, mais aussi c'est une expérience qui est lente. Hein? C'est comme un jeu vidéo, mais il n'y a pas vraiment de... L'objectif n'est pas clair. Un peu comme plusieurs images qui existent. Quand on tombe dans une image où est-ce qu'il y a une autre temporalité, un peu, on peut s'y attarder, on a envie d'y revenir, ou on découvre, à travers le temps qu'on passe dedans, on découvre des sensations que ça nous fait vivre. C'est quelque chose qui va être intéressant, qui va être exploré par les artistes aussi dans le futur. Absolument, j'espère. Oui. Merci beaucoup, Émile. Merci.